7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Fiscalité en hausse, fuite des classes moyennes, fermeture d'écoles faute d'élèves, voyage à Tahiti aux frais du contribuable, guerre larvée entre Anne Hidalgo et son premier adjoint Emmanuel Grégoire, possibilité de grève générale lors des JO de Paris. La gestion calamiteuse de la ville de Paris par Anne Hidalgo ne cesse de faire couler de l'encre. Cette semaine encore, la ville et sa maire ont leur lot de polémiques. Tout d'abord, ces révélations à propos de subventions accordées par la ville de Paris à des associations qui ne sont ni parisiennes ni françaises et dont la pertinence interroge. Ensuite, la grève des salariés de la Tour Eiffel, reconduite pour un 3e jour aujourd'hui, en cause la mauvaise gestion du monument par la ville. Alors que la devise de Paris est Fluctuat nec mergitur, la capitale de la France est-elle en train de sombrer tel un néo-Titanic se brisant sur l'iceberg du socialisme? La gestion désastreuse d'Anne Hidalgo conduit-elle la ville à un naufrage prochain? Avec nous pour en parler, Serge Federbusch, haut fonctionnaire et essayiste, auteur notamment de Français prêts pour votre prochaine révolution. La France doit-elle toujours s'effondrer avant de se réformer aux éditions XL en 2014? Bonjour Serge Federbusch. Bonjour, et j'ai été ravi d'entendre les nouvelles et puis également la prévision météo. Ça me sera beaucoup utile aujourd'hui pour m'habiller de manière pertinente. Merci Radio Courtoisie. On remercie Radio Courtoisie et Adèle Rosner qui est à l'origine de ce bulletin. Alors pour commencer, au-delà de la météo, parlons de la récente polémique qui entache la majorité municipale à propos de ces subventions accordées à des associations qui sont pour le moins surprenantes. Un exemple parmi tant d'autres, l'association Quartier du Monde qui s'est vue octroyer 15 000 € par la ville de Paris pour, je cite, « essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Unzauna qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe autour d'activités d'agriculture urbaine, de gestion des déchets et la création d'espaces de dialogue sur le changement climatique et le genre Asuba en Colombie. » Alors je reprends mon souffle. Vous, Serge Federbusch, quelle est votre réaction ? C'est pas du tout une réaction d'étonnement parce que je suis les affaires de Paris depuis très longtemps, hein, depuis l'arrivée de Lanoé aux affaires et ensuite d'Hidalgo dans ses bagages, et ça a toujours été comme ça très rapidement, avec des subventions qui parfois sont complètement comme ça grotesques, anecdotiques, qui font rire et qui s'inscrivent dans le cadre d'une espèce de politique de béni-oui-oui, de moraline mondiale, mais surtout, et c'est beaucoup plus grave en réalité, parce qu'on a envie de sourire, mais il faudrait sourire jaune, c'est que c'est l'instrument d'une politique clientéliste. Alors c'est une politique clientéliste d'abord évidemment avec la réalité parisienne. Il y a par exemple, moi j'étais élu du 10e, tous les ans on avait droit à des subventions à non plus finir pour la numérisation de la bibliothèque kurde qui aurait dû être numérisée 100 000 fois avec l'argent qui était déployé pour ça et qui permettait d'essayer de capter un peu le vote kurde. Et puis il y a une myriade d'associations qui forment comme un maillage pour maintenir le pouvoir des socialistes dans les arrondissements, parce que c'est à ça que ça sert à préparer les élections, ces subventions. Il y a quelques trucs grotesques comme ça, mais il y a aussi la triste réalité du clientélisme qui donne à Hidalgo et à sa municipalité une longueur d'avance dans les élections parce que, couplé avec le logement social, ça leur permet d'avoir un électorat captif. Donc il faut rire, mais pas trop longtemps, il faut surtout s'en inquiéter. Vous pensez que c'est pour ça donc qu'Anne Hidalgo a été réélue? Parce qu'en 2020, elle a été réélue largement par les Parisiens, alors que ces problèmes de gestion ne sont plus un secret pour personne finalement. Non, alors je ne suis pas d'accord avec vous, elle n'a pas été réélue largement, elle a été réélue dans un contexte extrêmement particulier, d'ailleurs que tout le monde oublie. C'est incroyable à quel point le corps social, vous voyez, la population, c'est une sorte de gros poisson rouge quand il s'agit d'avoir de la mémoire. Il y a eu le Covid, c'est un mot qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, mais il y a eu une abstention terrible. Et justement, quand vous avez comme ça un phénomène où les gens n'ont pas voulu, moi je sais, l'électorat, j'étais candidat tête de liste à Paris, mon électorat ne s'est pas déplacé aux urnes. Elle, quand elle a justement un maillage clientéliste, l'appareil du Parti socialiste qui rappelle les gens le matin, qui leur dit d'aller voter et qui se mobilise beaucoup plus, ça lui a permis de gagner et pas de gagner haut la main, loin de là. Elle n'a pas gagné haut la main, donc elle n'a pas triomphé. Elle a bénéficié d'un contexte particulier lié au Covid. On l'oublie et sa victoire de 2020 n'a aucune légitimité en réalité, même si plus personne n'en parle. Vous pensez donc que ces résultats pourraient être différents et grandement différents aux prochaines élections municipales ?
Alors, je pense deux choses. D'abord, la façon dont elle utilise les logements sociaux, l'attribution des logements sociaux et l'extension du parc de logements sociaux, c'est une obsession chez eux, hein. Ils en remettent une couche, ils veulent plus. Bon, les critères de la loi SRU ne suffisent pas. Déjà, ils les appréciaient arrondissement par arrondissement, alors que normalement c'était donc globalement pour la ville, et donc ils ont augmenté le nombre de logements sociaux comme ça. Maintenant, ils veulent encore aller au-delà de ce qui est prévu par la loi SRU, une loi de gauche qui a permis ce genre de choses. Donc ça permet de mettre de l'électorat partout, et puis justement les subventions, les dépenses aux associations, tout ça, ça concourt à lui donner de l'avance. En gros, moi, ce que je dis, c'est que dans le mode de scrutin actuel, elle a pratiquement acquis d'avance le 13e, le 18e, le 19e et le 20e arrondissement. Donc presque 40% des sièges au Conseil de Paris. Donc c'est comme si vous jouiez, si vous couriez un 100 mètres, en commençant vous à 0 mètres et elle à 40 mètres. Donc vous voyez, elle n'a que 60 mètres à faire, vous avez 100 mètres à faire. Donc c'est sûr que c'est compliqué de la rattraper. Ça jouera encore en sa faveur. Mais il y a deux choses qui peuvent donc contrarier ça. D'abord, le ras-le-bol est tel partout que malgré tout, même ce genre de manipulation peuvent ne plus suffire. Et puis aussi, là je dois dire que c'est peut-être la seule mesure de la Macronie qu'on puisse saluer, s'ils arrivent à faire voter la loi qui désormais fait de Paris une circonscription unique, eh bien l'avantage d'avoir cette distorsion, d'avoir complètement travaillé par clientélisme certains arrondissements ne fonctionnera plus. Ce sera un collège unique pour tous les Parisiens. Et derrière l'opération Dati, au gouvernement, on voit clairement une sorte de deal entre Macron et les LR parisiens, c'est-à-dire Dati sera investi à la fois par les LR et par Macron dans une circonscription unique. Et là, elle a une chance qui n'est pas nulle de gagner, bien sûr, quelle que soit la façon dont Hidalgo et sa bande s'est arrangé pour verrouiller l'élection. Alors j'aimerais revenir un petit peu à la gestion de Paris, puisque c'est le sujet de cette interview. Quand vous nous expliquez que justement Anne Hidalgo s'emploie à construire un grand nombre de logements sociaux, on connaît tous les problèmes qui les accompagnent généralement, notamment en termes d'insécurité. On a l'impression qu'elle a assez peu de scrupules à le faire, alors que ça se fera probablement au détriment des Parisiens. Récemment, elle a annoncé vouloir transformer des bâtiments qui étaient dans des écoles catholiques, justement en logements sociaux. Qu'est-ce que ça révèle de l'idéologie d'Anne Hidalgo ? Elle n'a strictement aucun scrupule. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo, c'est vraiment une machine à compter les voix. Donc, elle est prête à faire n'importe quoi. Elle ferait raser les bâtiments historiques et les églises si elle le pouvait, sans conséquences juridiques, et que ça lui a assuré, vous voyez, une réélection. Là, son alpha et son oméga, c'est la réélection et l'élection. Le reste ne compte absolument pas. Sur la question des logements sociaux, c'est quelque chose de très pervers, parce que ça se fait derrière l'étendard de l'égalité sociale et de la justice, et ça aboutit évidemment au résultat tout à fait contraire. C'est-à-dire que si les prix de l'immobilier parisien ont atteint un tel niveau ces dernières années, maintenant ça commence à se tasser un peu, et ça a atteint un tel niveau, c'est parce que la ville de Paris, en s'endettant pour préempter, donc pour acheter du logement social, faisait monter les prix, et le grand paradoxe, c'est qu'en faisant monter les prix, ça lui permettait d'encaisser des droits de mutation, en gros les frais de notaire, comme on dit, supérieurs. Donc c'était une espèce de serpent qui se mordait la queue, c'est-à-dire qu'elle enclenchait elle-même la situation qui lui permettait d'avoir plus d'argent, qui lui permettait d'acheter davantage, de s'endetter davantage et d'avoir plus de voix. Donc c'était un système extrêmement pervers qui aboutit à une catastrophe, c'est-à-dire que le prix de l'immobilier a monté de manière telle que les familles nombreuses, les gens à revenus moyens, même plus modestes, mais même moyens, où les jeunes ne peuvent plus se loger à Paris, acheter en tout cas des logements, et ça aboutit à un désastre. Donc, il ne faut absolument pas compter sur Hidalgo pour avoir le moindre scrupule. En aucune manière et à aucun moment, l'intérêt de la ville n'est en jeu. Quand on voit l'état justement des monuments historiques, du patrimoine, et l'argent qui est mis dans les pistes cyclables pour des raisons, vous voyez, assez démagogiques, en fait, d'effets d'annonce et d'entretien clientéliste d'une autre fraction de son électorat, à savoir les bobos. Il y a les logés sociaux et les bobos, ce sont les deux gros fractions de son électorat. Donc, il n'y a que ça qui compte, les logés sociaux, les bobos, le reste, elle s'en moque, et ça va au-delà, au prix de n'importe quoi. Effectivement, l'argent mis dans ces travaux incessants sur la voirie,
aurait permis d'entretenir le patrimoine, d'entretenir la Tour Eiffel, qui effectivement est en train de rouiller. Bon, tout ça, c'est sans commune mesure d'ailleurs, c'est bien plus important que l'entretien du patrimoine. Mais elle s'en moque. Ce qui compte, c'est la réélection clientéliste. Alors effectivement, vous parliez de ces deux réserves d'électeurs, les personnes qui sont logées en logement social et les bobos. Alors on a eu une augmentation de 52% de la taxe foncière. Récemment, on a eu des votes qui vont permettre de faire payer aussi les détenteurs de SUV. Est-ce que vous pensez que Anne Hidalgo veut faire fuir la classe moyenne de la capitale ? Elle veut faire fuir ceux qui ne votent pas pour elle, dans la mesure où en plus elle trouve des modes de rentrée fiscale suffisantes. L'idéal d'un maire de gauche, c'est une ville où vous avez 100% de logements sociaux avec des électeurs qui votent pour elle, et pour le reste, des entreprises qui donnent de la taxe professionnelle, enfin l'équivalent de la taxe professionnelle, avec des employés qui, le soir venu, partent de la ville et qui ne votent pas de toute façon dans la ville. Parce que là, la ville a de l'argent et en même temps a un électorat captif. C'est ça l'idéal d'un maire de gauche, d'un maire socialiste, communiste. Bon, et c'est pour ça, par exemple, que vous avez des villes comme Saint-Denis, où la municipalité cherche deux choses, avoir le maximum de bureaux avec des gens qui, le soir, s'en vont rentrer chez eux et qui ne votent pas de toute façon là-bas, avec un vote de droite, et à côté de ça, que ces gens-là financent du logement social au maximum avec des gens qui votent pour eux. Ils sont clientélistes avant tout. C'est leur mode de fonctionnement. Et donc, avec évidemment en plus à Paris, le facteur un peu compliquant de la démagogie quasi planétaire, parce que Hidalgo était présidente de l'Association internationale des maires francophones. C'est aussi pour ça qu'elle distribue un peu d'argent de par le monde dans des projets saugrenus. Donc, c'est encore pire à Paris. Donc, tout ça aboutit à, effectivement, des dépenses extravagantes. Malgré la hausse des droits de mutation, cette espèce d'effet, vous voyez, de la hausse du prix de l'immobilier, malgré l'augmentation considérable de la fiscalité, eh bien, la ville de Paris a été capable de multiplier par 10 depuis Delanoë l'endettement. Ouais. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que malgré sa mauvaise gestion, si l'État avait suivi la même pente, aujourd'hui, ça serait pas la situation catastrophique qu'on le connaît, mais ça serait le chaos absolu. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà le FMI qui gouvernerait la France, vous voyez. Donc, ils ont eu un argent monstre, ils ont hérité d'une situation extrêmement saine, ils ont augmenté considérablement les impôts et ils ont décuplé la dette. On ne peut pas faire pire bilan en matière financière. Alors, malgré ce chaos que vous décrivez, Paris s'apprête à recevoir les Jeux Olympiques. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit l'occasion pour le monde de voir éclater justement cette situation et finalement là où on aurait aimé en profiter pour faire rayonner Paris et à travers elle la France, ça ne soit l'effet inverse? On ne sait pas ce qui va se passer. Bon, on peut se dire qu'effectivement, ça peut tourner mal pour des raisons liées à des émeutes de l'immigration, comme il y a quelques mois encore en France, pour des grèves extrêmement dures, les paysans qui reviendraient à ce moment-là, les gilets jaunes qui démonstraient. Ça peut se produire, comme ça peut ne pas se produire. Tout ce que je sais, ce qui est très logique, c'est que Macron, comme Hidalgo, seront d'accord pour faire de Paris une espèce d'univers semi-concentrationnaire avec la police et la gendarmerie partout pour éviter que ça se produise. Ça, je pense que la concentration de forces de l'ordre dans Paris et autour des sites olympiques au moment des Jeux olympiques va être colossale. Ça sera les Jeux olympiques de la répression et de la présence policière, ça on ne peut être sûr. Bon, ça suffira sans doute, à mon avis, ça suffira. Mais ça suffira peut-être pas. Bon, ça, seul l'avenir le dira. Alors ça, c'est pour les enjeux de sécurité. Il y en a un autre, c'est la salubrité. Lors des dernières élections, d'ailleurs, vous vous engagez à rétablir la propreté de Paris en 1 an. Alors en 1 an, c'est un délai assez court et ça laisse penser donc que les solutions sont finalement assez simples. Pourquoi Anne Hidalgo ne s'en empare pas ? Elle ne s'en empare pas parce qu'il faudra affronter les syndicats de la direction de la propreté dans la ville de Paris. C'est-à-dire on voit que le ramassage, pour les gens qui observent un petit peu, il y a 2 activités dans la propreté, ramassage et balayage. Le ramassage, grâce au fait que la moitié des arrondissements, un peu plus même, sont privatisés. D'ailleurs, au départ, les socialistes voulaient tout municipaliser, remunicipaliser, ils y ont renoncé parce que ça marchait pas du tout. On l'a vu la dernière fois, quand il y a eu une grève au moment des retraites, Paris s'est transformé en cloaque
les seuls arrondissements qui ont tenu le coup, c'était les arrondissements privatisés. Ils ont eu recours aux entreprises privées, ça a évité le désastre absolu, même si le désastre était déjà très grand. Donc, le ramassage, grâce au système paritaire privatisation-municipalisation, fonctionne à peu près. Bon. Ce qui fonctionne pas du tout, c'est le balayage qui est complètement en régie, c'est-à-dire complètement municipal. Les employés travaillent mal. C'est ça la réalité. Personne ne veut le dire. Bon, il suffit de les regarder. Ils fument leurs clopes, ils discutent entre eux. Il n'y a pas d'incitation au travail, vous voyez. Et donc, ça fait évidemment, les gens vont dire facho, réac, tout ce que vous voulez, mais c'est ça la réalité. Bon, donc si vous privatisez, ou au moins si vous trouvez un système d'incitation à l'effort correct dans les services de balayage, la propreté peut revenir rapidement. Il y a des villes qui étaient 10 fois plus crades encore que Paris aux États-Unis ou ailleurs, qui ont réussi à retrouver la propreté parce qu'on a mis en place un système où les entreprises privées étaient sanctionnées si les rues restaient sales et récompensées si les rues étaient propres, et les entreprises privées en question ont récupéré le personnel et l'ont mieux rémunéré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des solutions où tout le monde y gagne. Mais à un moment ou un autre, il faut que les services de balayage à Paris fonctionnent. Actuellement, ils ne fonctionnent pas, donc la crasse s'entasse. Et puis, il y a en plus, alors des petits problèmes techniques, les poubelles, imaginez sous l'ère de la Noé, sont trop petites, vous voyez, et sont percées par les corneilles, les oiseaux. Oui. Enfin bon, c'est des trucs très techniques. Mais il y a effectivement des solutions. C'est des solutions qui sont entre guillemets de droite. Donc Hidalgo n'en veut pas parce que longtemps elle avait une ambition nationale. D'accord ? Et donc, il fallait afficher qu'elle était de gauche. Et gauche, ça veut dire ne pas, justement, exiger des employés du service public qui travaillent quand ils doivent travailler. Mais ça, pour moi, c'est pas la gauche. Alors, vous dites entre guillemets de droite. Initialement, vous venez de la gauche, vous, Serge Feder-Bush, puis vous avez eu ce revirement. Aux dernières élections municipales, vous étiez soutenu par le Rassemblement national. Déjà, comment vous expliquez rapidement, il nous reste 2 minutes malheureusement, mais comment vous expliquez ce revirement ? Et surtout, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, la ville de Paris, au-delà des combats politiques, il y a des solutions à mettre en place qui dépassent simplement les clivages ? Alors, j'expliquerai ça d'abord par la maturité, ça sera peut-être un peu immodeste, mais quand on vit et quand on est confronté justement à toutes les questions de dynamisme économique, par exemple, d'enrichissement ou d'appauvrissement, eh bien, on se rend compte que les solutions soi-disant de gauche ne fonctionnent pas, donc que c'est des solutions d'appauvrissement en réalité, des situations d'appauvrissement, mais ça, bon, on pourra en parler des heures, parce que la différence entre gauche et droite est aussi quelque chose d'extrêmement artificiel dans bien des domaines. Donc moi, j'explique ça par le réalisme. Je dis pas que je suis de gauche ou de droite. C'est une étiquette que je réfute complètement. Il faut être réaliste. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Et bien souvent, les mots d'ordre et les préconisations de ceux qui se prétendent de gauche ne le sont pas. Quant à la variation idéologique, un dernier mot sur la question, par exemple, migratoire. Il suffit d'écouter les discours de Georges Marchais, l'ancien secrétaire général du Parti communiste dans les années 80. Vous les diffusez aujourd'hui à votre antenne, vous allez avoir l'ARCOM immédiatement aux fesses pour vous expliquer que vous êtes d'extrême droite et qu'il ne faut pas que ça recommence, vous voyez. Et ça, c'était le secrétaire général du Parti communiste français, qui était en matière d'engagement pour le communisme quand même autre chose que les gens dont on ignore pratiquement le nom aujourd'hui. Donc bon, tout ça me fait pas de soucis particuliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la société, comment elle fonctionne réellement. Bah écoutez, en tout cas, merci donc d'être venu à notre micro. Je rappelle, Serge Feder-Bush, que vous êtes haut fonctionnaire et essayiste. Vous avez écrit « Français prêt pour votre prochaine révolution. La France doit-elle toujours s'effondrer avant de se réformer ?» C'est aux éditions XL, publié en 2014. Merci beaucoup, à très vite et puis bon courage pour votre combat.